Bonjour, alors bienvenue, merci d'être là cet après-midi malgré la chaleur. J'espère que vous êtes bien installés pour nous écouter parler de solutions innovantes développées par notre partenaire, le collectif Récolte, dans le cadre du programme Montréal en commun. Mon nom est Nathalie Frances, je travaille au laboratoire d'innovation urbaine de la ville de Montréal. C'est une division qui pilote le programme d'innovation Montréal en commun, dont fait partie ce beau projet, l'Aube. Donc, cette fois-ci, nous accueillons le collectif Récolte pour vous présenter le pôle nourricier l'Aube, son fonctionnement, les besoins auxquels il répond, les enjeux du milieu et les impacts pour le travail des fermes et l'approvisionnement des institutions dont vous faites peut-être Faut partie. juste que je règle mon problème de speaker parce que là, ça parle, puis j'entends. Oui, je vous invite à garder votre micro coupé. Alors, donc cette fois-ci, nous accueillons deux personnes du collectif Récolte. C'est donc Émilie Boivin de Roy, qui est chargée de projet approvisionnement alternatif et solidaire au collectif Récolte, et Louis Lafortune, qui est chargé de solutions en approvisionnement. Donc, deux personnes impliquées dans Montréal en commun. Bienvenue à tous les deux. Et ils vont être accompagnés de trois personnes de différents milieux qui vont venir témoigner du fonctionnement du pôle, de leur expérience avec différentes perspectives, en fait. Donc, ils vont vous les présenter tout à l'heure. Justement, vous aussi, vous faites partie de différents milieux professionnels, peut-être du milieu municipal, gouvernemental, d'organismes communautaires, de la santé et des services sociaux, peut-être du milieu de la production alimentaire ou encore de la recherche. Je vous invite à répondre à un court sondage qui va s'afficher à votre écran. Donc, de quel milieu ou type d'organisation venez-vous aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous aimeriez apprendre lors de ce webinaire? Donc, je vous invite à y répondre tout de suite et on pourra prendre les résultats d'ici quelques minutes. Donc, tout au long de la présentation, vous allez pouvoir poser vos questions dans le clavardage. Le clavardage, ça se situe en bas de votre écran. On commence à y être habitué, mais tout de même, entre les plateformes, ça peut être différent. Donc, ici, dans le clavardage, ça peut être nommé chat. Vous avez donc cette petite icône pour nous poser vos questions. Et on réservera un temps à la fin du webinaire pour lever la main pour des dernières questions de clarification ou d'autres interventions de vive voix. Un petit mot aussi pour vous informer que la présentation est enregistrée tout de suite. C'est ce qui nous permettra de rediffuser la partie présentation par la suite. Donc, merci de conserver votre caméra fermée si jamais vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran. Mais de toute façon, donc c'est seulement la présentation qui est enregistrée en ce moment. Donc, avant de laisser la parole à nos panélistes, j'aimerais juste un petit mot sur Montréal en commun, sur le programme et les différents aspects de ce programme pour lequel on est là aujourd'hui. Donc, c'est un programme d'innovation qui a été créé par la Ville de Montréal grâce au soutien du gouvernement du Canada. Donc, c'est dans le cadre d'un concours qui a été remporté par la Ville en 2019 dans le cadre du défi des villes intelligentes. L'intention de ce programme-là, c'est de tester des projets en réponse aux défis de la transition socio-écologique à une échelle plus restreinte pour évaluer leur faisabilité dans le contexte, les bonifier avant de les déployer à plus grande échelle. Donc, depuis 2020, cette communauté de partenaires, elle vient des milieux publics, communautaires, universitaires, et elle est rassemblée autour de cette intention-là et d'une vision globale du changement à atteindre. Donc, les 20 projets qui constituent notre plateforme, ils ont différentes typologies. Ça peut être des solutions intelligentes et technologiques pour offrir des meilleurs services, mutualiser des ressources. Ça peut être de nouvelles approches de mobilité de mutualisation, d'utilisation des données pour adapter nos services aux besoins des Montréalaises et Montréalais. Et puis, un dernier volet, c'est la création d'une gouvernance adaptée à l'innovation, donc par l'expérimentation de réglementaire, le développement d'une saine gouvernance de données, la collaboration entre différents milieux. Donc, l'Obs en est un bon exemple de collaboration entre divers milieux. Donc, les solutions qu'on vous présente dans cette série de webinaires ce printemps, ça porte sur le renforcement des systèmes alimentaires, mais ce n'est pas tout ce qui constitue Montréal en commun. Nous avons aussi des projets que vous pouvez voir sur la carte dans le domaine de la mobilité. Donc, certains se déploient à l'échelle du quartier. Vous pensez par exemple au projet de Solon, mobilité de quartier, qui vise à changer les habitudes de déplacement quartier par quartier. Donc, vous avez peut-être déjà vu Locomotion, donc le partage d'auto, de remorques, de vélos cargo, de vélos collectifs. Donc, c'est l'un des projets qui se déploie à l'échelle des quartiers dans Montréal en commun.
Et puis d'autres se déploient à l'échelle de la métropole. On pense par exemple dans le milieu de la mobilité à la recherche de la carte opus en ligne de la RTM en ce moment, par exemple. Donc cette approche de Montréal en commun, elle vise à tester, déployer des expérimentations, les évaluer. Et puis là, on entre dans la phase de transfert des apprentissages qui est commune à Montréal en commun. Donc, c'est de faire bénéficier le plus grand nombre de ces projets. Donc, c'est pour cela que nous invitons nos partenaires à vous présenter cette série de webinaires et chacun va vous permettre d'explorer les bénéfices, le fonctionnement, de vous partager des apprentissages des partenaires acquis dans leur processus d'expérimentation. Il en reste encore 2 dans cette série de webinaires sur les systèmes alimentaires locaux. Nos partenaires documentent également leur processus d'expérimentation, leurs résultats sur la plateforme Praxis. Je vais pouvoir vous envoyer ces liens dans le clavardage. Donc, n'hésitez pas vraiment à les consulter. Et puis, vous pouvez vous abonner à notre infolettre pour être tenu au courant de nos prochaines activités, vous tenir au courant des expérimentations qui existent dans différents domaines. Voilà, c'est un très bon moyen, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Juste avant de céder la parole, je propose de regarder les résultats de notre sondage. Donc, c'est une participation quand même diversifiée. On a beaucoup de participants de la ville de Montréal, du milieu communautaire, scolaire et universitaire, santé et services sociaux, et puis de la production alimentaire. Donc, il y a une belle participation diversifiée. Merci beaucoup. 95 personnes participantes aujourd'hui. Et ce que vous aimeriez apprendre, donc ce que vous avez nommé, donc la compréhension des partenariats possibles entre les institutions, communautés, les fermes, avoir des retours d'expérience sur ce type de partenariat, des bonnes pratiques. Très bien. Comprendre les barrières, les défis logistiques, des stratégies aussi pour s'approvisionner. Comprendre comment soutenir ce type d'initiative et disposer d'outils efficaces pour collaborer et créer des liens durables. Parfait, c'est justement pour ça que l'on est là. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu au sondage si vous intéresse. J'espère que la présentation suivante y répondra, j'en suis sûre. Donc, je cède la parole tout de suite à nos 2 panélistes, Émilie et Louis. Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour à tous et tous. Une belle diversité de partenaires et d'acteurs du milieu alimentaire, j'en suis sûre. On peut passer à la prochaine diapo, Nathalie. Donc, rapidement, au niveau du déroulement de la présentation, je vais commencer avec une présentation de qu'est-ce que c'est le collectif Récolte, qui est le porteur, en fait, du projet du pôle alimentaire L'Aube. On va aussi introduire la mission, vision et valeurs du pôle nourricier, le fonctionnement du pôle. Et après, on va passer à une série, en fait, de témoignages et d'échanges là, avec différents intervenants. On a ici une ferme, un organisme communautaire qui est, en fait, client là, de l'Aube et aussi une institution. On a Ramzi Kazouf, copropriétaire et cofondateur des Jardins Caria. Nicolas Braèche, responsable distribution et approvisionnement du dépôt Centre communautaire d'alimentation. Geneviève Duluth, chef des activités d'alimentation et de la nutrition clinique de l'Institut de cardiologie de Montréal. N'hésitez pas à mettre des questions en fait dans le chat. On va pouvoir en fait les poser à haute voix là, pour vous, aux panélistes, aux intervenants aussi, et même à Louis là, pour l'autre pôle nourricier. Par contre, on va avoir une séance ouverte de questions là, à la toute fin finalement des présentations. Merci Nathalie, on peut passer à la prochaine. Donc, qu'est-ce que c'est le collectif Récolte et le Salim? Donc, le collectif Récolte, c'est une entreprise en fait d'économie sociale qui mise vraiment sur l'intelligence collective et la mobilisation de la communauté pour catalyser et co-créer des solutions locales afin de mener à des pratiques alimentaires durables et créer un avenir meilleur pour tous et tous. Au niveau de la mission, c'est vraiment d'œuvrer en faveur de systèmes alimentaires plus justes qui soutiennent des économies locales florissantes, des communautés saines et des environnements naturels et résilients. Au sein du collectif Récolte, il y a 2 grands programmes majeurs. On a le système alimentaire local et intégré à Montréal, plus communément appelé le SALIM, qui est un programme de solutions logistiques alimentaires qui est porté par le collectif Récolte, mais grâce au financement de Montréal en commun. Et aussi, on a Nourrir l'innovation, qui est un programme en innovation sociale bioalimentaire. Le pôle alimentaire, en fait, l'Aube a été porté dans le cadre du SALIM. Donc, on peut passer à la prochaine diapo, Nathalie. Plus concrètement, voici l'abréviation, ça aide de l'avoir visuellement, mais on peut l'appeler Salim pour la suite, là. Qu'est-ce que ça fait le Salim? Bien, ça accompagne en fait des solutions structurantes et collectives dans le réseau d'approvisionnement alimentaire local et solidaire montréalais. Et aussi, en fait, finalement, l'équipe travaille en collaboration avec une diversité finalement de partenaires du changement locaux afin de favoriser autant l'émergence, l'implantation, mais aussi bon, la pérennisation de ces solutions en logistique alimentaire. On peut passer à la prochaine diapositive.
Donc, on peut voir les différents partenaires du changement, donc producteurs, productrices locaux, locales, des institutions, des instances décisionnelles, des organismes communautaires. Le SALIM, concrètement, au niveau de la vision, c'est que les aliments sains issus d'une agriculture de proximité soient accessibles aux personnes en situation d'insécurité alimentaire à Montréal, mais aussi, bon, plus largement à tous les Montréalais, Montréalaises. Donc, c'est de démocratiser finalement l'accès de ces aliments. La mission en tant que telle, c'est vraiment de renforcer le réseau d'approvisionnement des organismes communautaires alimentaires à Montréal, tout en améliorant l'accès au marché pour les producteurs, productrices locaux, locales, par le biais d'un réseau d'infrastructures physiques et numériques mutualisées. Donc, vous me voyez venir, un pôle logistique alimentaire rentre dans ce type d'infrastructure. Je vais le définir un peu plus par la suite. Merci Nathalie. Je vais passer rapidement sur cette diapo. C'est juste mentionner sur finalement les différents maillons sur lesquels du cycle alimentaire là, de Montréalais, le collectif Récolte travaille. Donc, ça peut être autant au niveau de la production, l'agrégation, le stockage, la transformation, au niveau du transport, les services à la communauté et la consommation. Je vous invite à peut-être lire un peu plus. Je pense très rapidement là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Nathalie. Maintenant, je pense qu'il est pertinent de quand même définir qu'est-ce que c'est un pôle logistique alimentaire. Ici, c'est la définition du CQCM, une définition qui s'applique aux entreprises en économie sociale et solidaire. C'est un choix, en fait, du collectif Récolte de s'appuyer sur cette définition-là au sein de ses valeurs. Donc, qu'est-ce que ça peut être, un pôle logistique alimentaire? Ça peut être une entreprise coopérative ou au BNL qui regroupe des exploitants agricoles et ou des individus et ou des organisations qui travaillent ensemble pour construire des systèmes alimentaires durables de proximité, socialement et économiquement robustes, mais aussi écologiquement sains qui relient les agriculteurs aux consommateurs par une ou plusieurs fonctions de la chaîne logistique alimentaire. Je trouve que la dernière phrase est vraiment importante de dire que le pôle alimentaire, c'est un intermédiaire entre les producteurs et les acheteurs. Je trouve que c'est une image qui parle beaucoup. On peut voir ici les différentes fonctions des pôles, autant de production, agrégation, entreposage réfrigéré. Ça peut être au niveau de la transformation primaire et secondaire, la mise en marché, la distribution et les services à dimension sociale. Je vais revenir avec des exemples pour l'autre pôle nourricier. Donc maintenant, pour ce qui est de l'autre pôle nourricier, au niveau de sa mission, c'est vraiment de renforcer la résilience des fermes membres et leur capacité opérationnelle de desservir différents marchés de proximité afin de démocratiser l'achat de produits locaux et biologiques. Ici, on parle d'un regroupement de producteurs en maraîchage biologique. Au niveau de la mission qui est portée par le pôle, c'est qu'un système alimentaire montréalais est résilient, assure une juste valorisation du travail des petites fermes biologiques et l'accès à une alimentation saine et locale pour tous et tous. Au niveau des valeurs portées par le pôle, on parle d'innovation, de collaboration, de proximité, de solidarité, de sobriété. Quand on parle de proximité, on parle autant de la proximité géographique, qui est au maximum de 150 km au niveau des producteurs, mais aussi de la proximité relationnelle, de valoriser finalement le contact avec les petites fermes et les acheteurs. On peut passer à la prochaine vidéo. Maintenant, au niveau de la naissance du pôle, le pôle, en fait, a été enregistré comme au BNL en 2022, mais il a été porté au sein du collectif Récolte déjà depuis 2021. C'est un regroupement à la base situé dans l'ouest de l'île de Montréal de producteurs maraîchers, mais avec la croissance et l'évolution du pôle, là, vous pouvez voir toutes les autres fermes membres là, qui se sont ajoutées. Fait qu'à la base, c'est né d'un problème, c'est qu'en fait, il y avait une inadéquation entre l'offre et la demande des produits sains et locaux issus d'une agriculture de proximité qui résultait en finalement une mauvaise inégalité d'accessibilité pour les Montréalais et Montréalaises. On remarquait que finalement, les produits locaux biologiques étaient accessibles exclusivement à une tranche un peu plus aisée de la population. L'objectif, c'est de les rendre plus accessibles, mais aussi de valoriser le travail des petites fermes, avoir une rémunération juste, entre autres, et des conditions de travail là, qui les valorisent. La solution pour répondre à ce problème, ça a été un service clé en main qui permettait aux producteurs de rejoindre facilement de nouveaux marchés. Des petites fermes qui, à eux seuls, n'étaient pas capables d'aller chercher, par exemple, le marché institutionnel qui demanderait des gros volumes. Fait qu'avec l'agrégation de ces différentes fermes qui rendaient finalement la diversité plus intéressante, des volumes aussi plus intéressants pour les acheteurs, finalement, qui leur permettait, c'est ça, de rejoindre des marchés, des nouveaux marchés. Donc, on peut voir les différentes fermes membres. Je ne les dirai pas tout à voix haute, mais au niveau des fermes fondatrices, on a les Jardins Carrière, Centre-Paul Roulant, pardon, Regroupement Partage et Feu des Trois-Pierres. Voilà de mon côté. Je vais laisser la balle au bon à lui. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à tout le monde. Bien content d'être là aussi. Pour ma part, comme Nathalie le mentionnait, donc je suis un projet au collectif Récolte et je suis aussi gestionnaire de l'eau Paul Nourricier. Donc, comme Émilie l'expliquait, c'est un projet qui a comme
émergé sous le parapluie du collectif Récolte dans le cadre de Montréal en commun, mais qui est maintenant un OBNL qui a été incorporé en 2022. Donc, c'est maintenant un OBNL indépendant qui continue d'avoir de l'accompagnement du collectif Récolte. Fait qu'aime bien un peu parler de ce qu'était un pôle alimentaire dans les grandes lignes, avec les fonctionnalités comme assez, récurrentes qu'on retrouve pour ce type d'organisation. Un peu plus en détail, en fait, ce qu'on offre à l'aube. Donc, on amorce en fait notre troisième année d'activité cette semaine. C'était le lancement de la saison et les premières livraisons qui ont été effectuées. Mais depuis 3 ans, on a réussi à avoir une offre de fruits et légumes complète et diversifiée. Donc, on est maintenant capable d'offrir plus de 75 variétés de fruits et légumes frais et certifiés biologiques. Il faut savoir que toutes les fermes membres avec qui on travaille sont des fermes certifiées biologiques. Pour nous, comme Evelyne mentionnait, c'est très important et inscrit dans la mission et nos valeurs de soutenir une agriculture durable de proximité qui respecte en fait euh, l'environnement, à la fois, en fait, à la fois les écosystèmes naturels, mais aussi ses travailleurs. On travaille avec des produits qui sont cultivés dans un rayon de 150 km de Montréal. Donc, c'est un peu aussi un objectif qu'on s'est fixé, donc de travailler avec des fermes vraiment proches de notre bassin de consommation. Donc, la plupart des fermes sont toutes en dessous de ce rayon de 150 km de Montréal. Au niveau des services, je dirais qu'il y a trois grandes composantes qu'on a mis en place pour faciliter un peu le travail des fermes. Il y a un premier point, c'est tout ce qui est développement des affaires et le démarchage de clients. Puis quand je dis clients, c'est des deux côtés, c'est-à-dire que nous, on représente à la fois des acheteurs, mais aussi des fermes. Donc, on doit être capable de mettre sur pied des services qui répondent aux enjeux et aux besoins des deux types de partenaires avec qui on travaille. Donc, on travaille beaucoup en début de saison pour planifier la saison, essayer de comprendre un peu à quoi ressemble la demande, le type de produit voulu, etc. On démarche aussi des nouvelles clientèles, donc à la fois des fermes qui seraient intéressées à rejoindre le pôle et avec qui l'eau aimerait collaborer justement pour compléter son offre. Donc, il y a toute cette partie développement des affaires qu'on essaie de prendre en charge. Ça vient alléger en fait d'un côté le travail des fermes qui normalement ont ce travail-là à charge, donc de devoir trouver des débouchés. Et de l'autre côté, pour des acheteurs, c'est qu'on essaie de faciliter un peu le recrutement de vos fournisseurs qui peut être très chronophage quand on pense à des petites fermes qui ont souvent pas la capacité de produire des volumes, une constance et une diversité de produits intéressante, ce qui fait que ces institutions, ces clients se retrouvent un peu bloqués de devoir faire des démarchages individuels, pardon. Donc, il y a vraiment cette gestion chronophage qu'on essaie aussi de retirer en proposant une offre centralisée, puis avec un seul point de contact. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a tout ce qui est gestion des commandes qu'on prend en charge aussi. Donc là, je parle d'agrégation des produits, de tout ce qui est préparation, lavage, emballage, contrôle qualité, expédition. Donc c'est assez classique dans ce type de projet pour un pôle alimentaire. Puis on collabore avec un OBNL, entreprise OBNL en devenir, qui s'appelle Arrivage, que certains d'entre vous connaissent déjà aussi, qui nous met à disposition cette plateforme pour justement faciliter toutes ces, euh, tous ces flux d'informations et la gestion de ces commandes, à la fois avec les fermes, mais aussi avec les clients. Et enfin, troisième service, c'est le service de livraison. Donc, Émilie parlait d'une solution clé en main. Fait que l'idée, c'est vraiment qu'on prenne absolument tout en charge. Donc, une fois que les produits sont récoltés, les fermes nous les amènent, puis tout le reste est pris en charge par l'aube. Donc, on est capable d'avoir un service de livraison puis d'avoir des runs de livraison garantis 48 heures après les récoltes. Puis un des gros aspects sur lesquels on met beaucoup d'emphase, c'est la transparence et la traçabilité des produits. Donc, c'est aussi notre rôle de mettre en valeur les fermes avec qui on travaille, puis de garantir que la traçabilité soit complètement respectée. On peut passer à la diapo suivante. Fait que très rapidement, un petit portrait de ce que l'Aube était en 2023. Donc, on a pu intégrer 4 nouvelles fermes l'année dernière. Donc, initialement, comme Émilie le disait, on avait 4 fermes fondatrices. On est passé à 8 l'année passée. Cette année, on est en train d'en recruter aussi des nouvelles pour atteindre probablement 10 fermes qui vont rejoindre la démarche. Faut savoir je pense qu'un des gros changements par rapport peut-être à un grossiste ou un distributeur conventionnel, qui est une entreprise privée, nous, on est une OBNL, puis on a vraiment cette, cette priorité que d'offrir un prix juste aux fermes.
Donc, dans ce cadre-ci, on a été capable de redistribuer 89% des ventes qui ont été réalisées l'année dernière à l'ensemble de nos fermes. En 2023, on a aussi pu recruter 15 nouveaux clients, donc de différents milieux, institutionnels, communautaires, de plus en plus d'épiceries aussi, et d'autres CPE aussi avec qui on collabore beaucoup. Ça a été presque 240 livraisons qui ont été effectuées entre le mois de mai et la fin novembre, donc c'était un peu nos dates d'activité l'année passée. Finalement, au niveau des publics rejoints, donc on collabore depuis l'année passée avec maintenant 4 hôpitaux à Montréal. On a 6 CPE et une université qui a rejoint aussi la démarche l'année passée. 2 universités même. Là, j'ai mis une, mais on a l'UQAM et Concordia qui ont commencé à travailler. En tout, c'est à peu près 600 enfants en fait, qu'on est capable de rejoindre à travers les CPE, donc avec l'offre hebdomadaire qu'on leur livre. Dans les centres hospitaliers, c'est près de 9000 personnes qui sont rejointes avec les 4 hôpitaux dont je vous parlais plus haut. Puis finalement, on a été en mesure de collaborer avec 4 organisations communautaires l'année passée, dont le Centre communautaire Le Dépôt et Nico qui est là aujourd'hui, qui vous parlera un peu de son expérience plus tard. Euh, je pense que ça fait le tour pour cette diapo, si on peut passer à la suivante. Euh, voilà, ben, je pense qu'on arrive à la fin de cette courte présentation de l'eau. Je pense que la partie ensuite va être un peu plus exhaustive, puis on va pouvoir rentrer un peu plus en profondeur dans certains peut-être questions ou détails croustillants que vous aimeriez savoir sur plus des choses opérationnelles ou le développement de ce genre de projet. Mais c'est ça, je voulais remercier ben, en fait les 4 femmes fondatrices qui collaborent avec nous depuis le début pour nous avoir permis d'être là où on en est aujourd'hui. Fait on a fait beaucoup de chemin, donc elles ont été impliquées de manière très intensive depuis le début du projet. Puis évidemment, le collectif Récolte qui soutient ce projet-là depuis aussi plus de 3 ans maintenant. Puis un gros merci aussi à nos partenaires et clients fidèles depuis maintenant 3 ans, dont Geneviève qui est ici aujourd'hui. Et c'est ça, c'est super encourageant de voir qu'il y a toujours de plus en plus d'organisations qui se joignent à nous pour ce beau projet. Émilie, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Louis. Louis, tu as des petites questions dans le chat que je pense que tu pourrais répondre quand même rapidement, sinon on va les garder en tête un peu plus tard. Gênez-vous pas, là, comme je l'ai répété, à les mettre dans le chat. Maintenant, je vais inviter en fait nos intervenantes à tour de rôle se présenter, ainsi que votre organisation. Puis après, je vais avoir quelques questions pour vous. Euh, Geneviève, ton micro est ouvert. Est-ce que tu veux te lancer? Je vais me lancer. J'avais surtout peur de laisser mon micro fermé. Alors, Geneviève Dulude, chef de service alimentaire, nutrition clinique pour l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, nous sommes affiliés à l'Université de Montréal. On est un centre hospitalier ultra spécialisé en cardiologie, consacré aux soins, à la recherche, à l'enseignement, prévention, réadapte et innovation. De mon côté, au niveau du service alimentaire, j'ai plusieurs clientèles, soit clientèle cafétéria, les patients qu'on doit nourrir. On a un bistrot aussi pour les membres de notre club sportif, puis on a aussi les clients du traiteur. Merci beaucoup, Geneviève. Est-ce que Ramzy et Nico, vous êtes prêts? Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre intérêt à écouter les métamorphoses du LOB depuis 7 ans, 8 ans. Puis on est dans la 3e année projet pilote pour amener de la bouffe directement pour les Montréalais de Montréal. Puis c'est un projet qui me tient beaucoup au cœur. Donc, moi, je suis cofondateur de Jardin Carrière depuis 2008. Puis on fait du maraîchage biologique. Puis on est vraiment pour la proximité, nos intermédiaires et vraiment toucher notre communauté ici dans l'ouest de l'île. Et les Jardins Carrière opèrent sur une terre qui était déjà une terre agricole jadis, que Montréal achetait leurs légumes de ça. Donc c'est une belle patrimoine et une des dernières fermes qui reste sur l'île de Montréal. On est très heureux de faire partie du projet de l'Aube, puis la relation qu'on développe avec la communauté. Et maintenant, on est vraiment très heureux de se connecter avec les institutions publiques de Montréal. Merci. Merci, Ramzy. Je te lance la balle, Nico. Merci. Oui, merci. Bonjour à tous, Nicolas Brèche. Donc moi, je suis chargé des approvisionnements pour une organisation à Notre-Dame-de-Grâce qui s'appelle Le Dépôt. Donc un centre communautaire d'alimentation qui fait aussi bien du soutien alimentaire que
un ensemble de programmes axés sur l'alimentation, donc rejoindre les communautés autour de l'alimentation, que ce soit des restaurants, des ateliers dans les écoles, des cuisines collectives, des jardins. Moi, en tant que chargé des approvisionnements, je m'occupe des achats, notamment pour notre volet d'aide alimentaire. Et l'organisation en 2017-2019, elle s'est dotée d'une politique de saine alimentation qui nous a encouragés et puis qui nous a orientés vers de plus en plus d'achats des produits, donc des produits nutritifs pour nos participants. Et ça passait notamment par l'augmentation ou la possibilité d'acheter des fruits et légumes frais et la volonté de le faire avec des producteurs locaux pour donner la capacité à nos participants d'avoir accès à ces produits. Donc, c'est comme ça aussi qu'on a testé différentes fermes, différents modèles, différents projets en cours et que depuis maintenant 2 ans, déjà 2, 3 ans, on collabore avec l'Aube pour permettre à nos participants d'avoir accès à des produits qui viennent de l'ouest de l'île. Bien, merci beaucoup à tous et tous. Ben, je crois que je pourrais commencer avec une première question pour Geneviève. Au niveau de votre institution, pourquoi en fait c'est important pour vous de mettre des produits locaux et biologiques dans vos menus? Ben, en fait, la réponse instinctive à cette question-là, c'est que ça nous est demandé. Nous, on a une grande clientèle d'employés qui est très sensibilisée à la santé cardiaque, à la diète méditerranéenne, à l'apport important en fruits et légumes dans la diète. Donc, ça nous est demandé. Puis avec les jeunes générations qui arrivent dans le milieu du travail, de plus en plus, on nous demande des protéines végétales, des légumes biologiques. Donc, c'est dans le courant. Je pense qu'on est tous sensibilisés, mais nos clients le réclament. Et moi, quand je suis arrivée ici en 2021, on venait de terminer un partenariat avec des légumes biologiques, mais plus sous forme de panier. Donc, ça répondait à une partie de notre besoin, mais pas totalement, parce que nous, quand on commande un aliment, on a besoin de grand volume. Donc, de devoir séparer en paniers, il faut commander beaucoup de paniers si on veut avoir assez de laitue, par exemple, dans chacun des paniers pour en faire un repas aux patients ou en cafétéria. Donc, le partenariat était pas nécessairement facile pour nous, mais on voulait quand même continuer en légumes biologiques parce qu'un coup qu'on y a goûté, on ne veut plus retourner en arrière. Nous, des mesclun qui sont encore belles au bout de 6 jours en frigo, on n'avait jamais vu ça. Donc, c'est sûr que l'essayer, c'est l'adopter. Donc, c'est un peu pour ça qu'on s'y est tourné. J'ai le goût de dire aussi que de ne pas avoir pris ce chemin-là, il y a aussi toute une belle patente qui ne se calcule pas, mais qui est le coût de renoncement, hein, de ne pas prendre le pas du biologique. Puis là, je dis partiellement, là, je ne veux pas avoir l'air de vous vendre quelque chose d'inatteignable. Là. Le premier pas, c'est toujours le plus difficile, mais on y va petit à petit, puis on s'améliore d'année en année. Mais le coût de renoncement de ne pas aller dans le biologique, ben, peut-être que je vais plus loin que ta question, Émilie, mais je me permets quand même de dire que c'est un beau projet d'institution puis d'expérience employée que d'avoir accès à des légumes biologiques. Puis de renoncer à ça, à la fierté des employés créatifs qui les transforment, jusqu'à la fierté du goûteur qui a fait un choix conscient de légumes biologiques, ben, il y a un coût associé à ça qui ne se mesure pas, mais quand on prend cette voie-là, on le remarque. Merci beaucoup, Geneviève. Nico, maintenant, en quoi le pôle, en fait, facilite vos approvisionnements en produits locaux, biologiques? Il les facilite surtout, je dirais, par rapport à la plateforme finalement de commande qui, qui leur, qu'ils ont pu développer avec Arrivage. Donc ça, c'est vraiment un facilitant dans le sens la plateforme est bien faite. Nous, on avait déjà des partenariats par le passé avec d'autres fermes qu'on continue, mais vraiment l'apport, c'était vraiment la plateforme avec 1 heure où il faut passer les commandes, un jour qu'on sait qu'on sera livré, et puis un visuel qui est fait sur les différents produits. Donc c'est bien accessible, comment je voudrais dire, bien, c'est le fun à utiliser. Donc ça nous a bien permis de. Je ne m'attendais pas à cette question, mais en tout cas, la plateforme nous permet de bien passer nos commandes, en fait. Nico, précédemment, tu en as un peu parlé là, tu sais, au niveau de l'ajout dans votre politique alimentaire, mais quel changement a dû être fait au niveau de l'organisation pour être capable ou juste faire finalement des approvisionnements locaux ou même biologiques?
Ouais, ben c'est sûr qu'on a dû orienter plus des campagnes de financement vers le fait qu'on voulait nous approvisionner avec des produits locaux et biologiques. C'était pas toujours quelque chose qui était forcément bien financé. Le financement va souvent vers des programmes un peu plus macro, je dirais. Mais doucement, on a vu l'apparition de la volonté de donner accès à des fruits et légumes frais, que ce soit avec les particuliers ou alors nous, on fait partie d'un regroupement pan-canadien qui s'appelle Community Food Center Canada. Eux, ils ont aussi la volonté de permettre l'achat des produits locaux. Donc, par exemple, eux, ils avaient des financements ou ils avaient des campagnes qui nous permettaient d'avoir accès à des fonds pour faire ces achats. Et ils essaient de le développer à travers leur réseau. Et nous, on essaie de le faire valoriser avec nous, mais même avec d'autres organismes communautaires avec lesquels on participe. Et on essaie vraiment de faire valoir la capacité qu'il y a de plus en plus à aller chercher des financements pour les organismes communautaires si on cible bien pourquoi on le fait et que c'est pour des achats locaux. C'est super intéressant. Je pense qu'il y a d'autres organismes qui seraient vraiment intéressants d'en apprendre un peu plus. Je pense qu'on pourrait revenir par la suite. Ramzy, petite question. Au niveau de votre ferme, en fait, en quoi le pôle facilite votre travail? Et donc, en tant qu'agriculteur, il y a beaucoup de défis. C'est le coût de production, compensation des employés d'un agriculteur ou une ferme, a toujours été un grand défi pour nous. Puis on cherchait toujours des solutions. Puis ça va vite pour répondre à cette question-là. Il y a le coût de production, récolte, il y a le coût de mise au marché, il y a le coût du livrer les marchandises et le coût d'emballage. Donc, il y a trois coûts extrêmement dispendieux pour que les agriculteurs et agricultrices puissent survivre, spécialement dans l'environnement économique inflationnnaire qu'on vit présentement. Donc, de trouver un OBNL c'est une très belle idée innovatrice de shifter c'est-à-dire de shifter les coûts vers un organisme qui est capable de fonctionner avec des structures logistiques professionnelles, de prendre les trois coups. Ça serait intéressant. Ça fait 15 ans qu'on fait l'agriculture, mais on trouve que c'est un grand changement pour nous. Et vraiment, la troisième année avec l'Aube, on voit vraiment l'impact de se concentrer seulement sur la production et concentrer sur la récolte et que l'eau prenne toutes les autres activités. Puis on est en train de développer un système, comment vendre ces produits à travers l'eau sans intermédiaire, qui est utile pour les ICM, les hôpitaux et toutes les autres, c'est-à-dire le prix intéressant, puis en même temps que l'eau peut fonctionner comme organisation avec un budget qui peut rapporter des revenus significatifs, mais ça prend comme plusieurs années pour démarrer ça. Pour moi, là, je trouve que c'est un grand avantage que les fermiers s'impliquent. Puis c'est un projet très spécial pour nous. Ça fait 8 ans qu'on travaille avec la Ville de Montréal, puis la Ville de Montréal avec Salim, puis avec Collectif Récolte, qui ont vraiment fait beaucoup de recherches, beaucoup de sacrifices, puis on est abouti à un programme que l'eau peut répondre à ces défis-là. De ce point de vue-là, puis si d'autres questions, il y a pas mal de points qu'on peut parler, mais c'est ça, c'est la signification de s'impliquer avec l'eau est primordiale pour le succès des agriculteurs et agricultrices. Merci. Merci, Ramzy. Très inspirant. Je vais revenir vers Geneviève pour une question. Pourquoi avez-vous choisi l'Aube comme fournisseur privilégié pour les produits locaux et biologiques? J'ai une question un peu double. En fait, quelles difficultés ont été surmontées aussi en faisant affaire avec l'Aube, considérant que les institutions en ont plusieurs pour aller vers des achats en produits de proximité? Ben, dans un premier temps, j'ai envie de dire que j'ai pas choisi l'Aube, l'Aube m'a choisi. J'ai fait partie des très chanceuses institutions qui ont été approchées pour le projet pilote en 2021, je pense, pour la première saison en 2022. Donc, on s'est dit, nous, on est un petit milieu, on a un 153 lits, 160 lits, là, dépendamment. Donc, ça nous permet d'essayer des choses un peu folles, je vous dirais. Comme on est un plus petit milieu, on dirait qu'on conçoit le risque différemment d'essayer des choses. Donc, on s'est dit oui.
d'emblée, je pense, Louis, quand tu m'as approché, on a dit oui, 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 maintenant, comment on peut faire ça? Euh, puis, je me suis un peu perdue, j'ai perdu mon idée. Mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est allons-y, puis voyons comment on peut y aller en petits pas pour que ça soit une expérience qui est positive. Au niveau des défis de ce choix-là ou de ce système d'approvisionnement-là, ben, contrairement à l'interlocuteur précédent, nous, la plateforme Arrivage, c'est pas quelque chose qui était facile en tout début parce que les institutions, nous, dans le milieu de la santé, on fonctionne beaucoup par GRM, puis nos façons de faire nos achats sont peut-être un peu différents. Sauf que je vous dirais qu'on y a vite pris goût. Là. Moi, j'arrivais en cuisine avec mon cellulaire, j'avais les produits disponibles, puis mes employés avaient l'air, bon, je m'excuse pour les jeunes, vous ne comprendrez pas la référence, mais d'enfants au mois de décembre, quand la distribution aux consommateurs arrivait à la porte. Donc, tout le monde s'excite de voir qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qu'on voudrait. Donc, avec la plateforme, c'était possible en temps réel en cuisine de faire les achats avec les employés. Donc, ça nous demande une collaboration très agréable, je vous dirais, parce qu'on les met tout de suite en mode créatif. Oh mon Dieu, cette courge-là, je la connais pas. Comment est-ce qu'elle va se comporter à la cuisson? Qu'est-ce que je pourrais donc faire avec? Donc, ce défi-là, on l'a un peu transformé en gain pour nous. Je pense que c'est pas mal le seul défi. Ah, je vais vous parler d'argent, parce qu'il faut bien éventuellement que quelqu'un ouvre, adresse l'éléphant dans la pièce. Côté sous, là, ceux qui veulent aller dans le bio, là, c'est pas si mal que ça. Nous, vous voyez, là, on a pris nos trois plus grandes consommations, c'est les laitues, les tomates, les concombres. Pour les tomates cerises, c'est le même prix que j'ai dans mon gré à gré pas bio. Au niveau des tomates biologiques. Concombres, j'ai un meilleur prix dans le bio, pouvez-vous croire? Puis les mescleurs, ben là, il faut choisir. Il y a différentes sortes de laitue, mais c'est pas si mal. La différence de prix, elle est assez minime. Donc, je vous dirais que ces trois légumes-là, très facile de commencer avec ceux-là. Vous ne verrez pas nécessairement beaucoup d'impact financier, mais sinon, nous, on a la chance d'avoir des gens très motivés. Donc, on a déplacé le coût pour les patients du côté de la cafétéria en augmentant un peu le comptoir à salade, puis les gens embarquent, même si le prix a été un petit peu augmenté, on met en valeur le fait que c'est biologique, puis les gens sont contents de dépenser pour. Merci beaucoup, Geneviève. Est-ce qu'il y a aussi une modification des menus en tant que tel? Oui et non. La réponse courte, c'est majoritairement non, parce que nos menus sont programmés pour optimiser nos patients pour s'assurer qu'on respecte la condition médicale, mais aussi les goûts, les aversions. Donc, on ne peut pas prendre une recette, puis une journée, c'est une courgette qu'on met dedans, l'autre journée, c'est un haricot. Ça ne marche pas comme ça demande beaucoup de programmation. Par contre, tout ce qui est autour de l'assiette, on a plus de flexibilité. Donc, tu sais, nos patients ont mangé des laitues biologiques tout l'été, nos assiettes fruits et fromages, nos assiettes de crudité, c'était biologique aussi. Donc, c'est de cette façon-là qu'on réussit à le mettre au menu des patients sans tout changer les menus. Mais quand les patients l'ont au menu, c'est inscrit sur leur menu. Fraises biologiques du Québec. Donc, on essaie de le mettre de l'avant. J'ai posé une question à Louis. Merci, Louis. C'est très rapide de répondre dans le chat. C'est très apprécié. Une question vraiment intéressante, là. Y a-t-il une certaine planification de la production en amont de la saison selon la demande prévue par les institutions partenaires? Comment cela se fait-il concrètement? En fait, je pense que plusieurs le pourraient parler, notamment à la ferme, mais Louis, je suis curieuse de voir ta réponse. Oui, bah en fait, c'est ça, je l'expliquais un peu tout à l'heure, mais c'est un peu notre mission aussi. Puis c'est un travail qu'on peut se permettre de faire, nous, en tant que club, mais que des fermes n'ont souvent pas la capacité de faire. Mais on prend beaucoup le temps durant l'hiver de discuter, en fait, avec nos clients, avec nos partenaires. Je vous dirais que maintenant, avec l'expérience, on ne le fait pas avec tous les clients. En fait, on a compris que c'est un exercice surtout pertinent pour les gros acheteurs avec qui on a besoin de s'adapter. Avec les petits clients, maintenant, c'est pas un problème parce qu'on a une capacité de production puis on a assez de ferme pour répondre assez facilement à la demande. Pour les gros clients, il peut y avoir certains enjeux pour certains produits qui sont très demandés, fait qu'on essaie de faire un travail de planification, mais avec certains seulement, puis ceux qui le désirent aussi, on sait que c'est quelque chose qui peut aussi prendre du temps au sein de l'institution, mais parfois ça nous permet en fait de créer des sous-projets, d'avoir des commentaires, de voir comme s'il y a des choses qu'on ne fait pas, peut-être de les mettre
dans nos champs de production, d'avoir un dialogue avec les fermes, si on est capable de trouver des produits manquants. Fait qu'il y a énormément de rétroactions tout au long de l'année, mais aussi à la fin de saison, on fait des bilans, puis justement ce travail de planification. Et concrètement, on a un outil qu'on développe de planification avec tous nos produits, des gabarits qu'on a comme mis en place, puis c'est des choses qu'on partage directement aux partenaires. Euh, c'est ça, s'ils veulent se prêter au jeu, puis certains le font, comme je le disais, ceux qui ont les plus gros volumes, parce que c'est avec eux qu'on doit en fait s'adapter le plus possible. Merci beaucoup, Louis. Je vais revenir vers toi, Nico. Est-ce que tu as des recommandations en fait aux organismes communautaires là, qui voudraient faire ce virage-là vers des approvisionnements locaux biologiques? Euh, ouais, c'est une vaste question qu'on parle depuis longtemps dans ce milieu. Euh, c'est pas... Qu'est-ce que je voulais dire? Quelle recommandation? Déjà, accepter que aller se tourner vers les produits biologiques et locaux, c'est un certain coût parce que il y a souvent eu, ou encore souvent dans le milieu communautaire, il y a la volonté d'aller au plus bas prix. Et c'est sûr que quand on travaille avec des producteurs, aller chercher le plus bas prix, c'est pas forcément la chose qui va rendre service aux producteurs locaux, parce que, comme l'a mentionné Ramzi, travailler localement, travailler ici, faire bien vivre des producteurs, c'est un certain coût. Donc, il faut accepter cette règle du jeu. Après, peut-être commencer petit, commencer avec certains objectifs pour une année 1, 2, 3, et essayer peut-être de développer justement à côté la recherche de fonds pour ces objectifs spécifiques. Donc, c'est vraiment de développer ces stratégies pour pouvoir grandir tranquillement. Il ne faut pas vouloir faire trop vite, trop rapidement parce qu'on va pas y arriver. Parce qu'en plus, dans notre milieu, malheureusement, la demande, elle fluctue beaucoup. Donc, même si on a un objectif pour une année, si la demande est trop forte, on ne pourra pas subvenir à l'ensemble de la demande avec nos produits biologiques. Puis, on va devoir vite faire des choix qui vont nous forcer d'aller vers des produits plus conventionnels. On s'entend que l'été, il y a accès à quand même beaucoup de produits québécois conventionnels. Donc, c'est sûr, c'est pas biologique, mais ça reste quand même du local. Donc, il faut aussi faire ces choix-là en fonction de ça. Je pense que c'est surtout de développer l'intérêt pour nos participants et pour le public d'avoir l'accès à ces fruits et légumes, de au moins promouvoir les produits locaux et puis peut-être promouvoir le biologique en partie, faire découvrir ces produits, les faire goûter pour que les gens soient intéressés à y revenir. Et aussi, je crois qu'il faut, mais ça c'est en général dans notre milieu et peut-être plus au niveau de la ville, je vois qu'il y a beaucoup de personnes de la ville et même, je dirais, je ne sais pas si on a des personnes de nos ministères de l'éducation, mais il faut développer un discours sur la valeur des aliments, sur le prix des aliments, sur qu'est-ce que ça coûte de produire ici, parce qu'on n'y échappera pas et que il faut que les gens comprennent quelle valeur ça a de s'approvisionner localement. Ça ne veut pas dire qu'il faut y mettre l'ensemble de son budget, mais c'est sûr que s'approvisionner bien et manger des bons produits d'ici, c'est une part plus grande de notre budget. Et ça, je pense qu'il faut l'enseigner aux gens, il faut leur apprendre pourquoi ils doivent le faire et qu'est-ce que ça apporte à eux et à l'ensemble de la société. Merci beaucoup, Nico. Très inspirant. Ramzi, je reviens vers toi. On fait le souhait, pour les jardins carrières pour le futur du collectif de l'Aube, en fait. Désolée. Ton micro est fermé, Ramzi. Donc, c'est ça, mes souhaits, bien, ma rêve là, pour les futures générations. Que l'Aube possède 19 camions électriques réfrigérés. Puis, ils zigzaguent les métropolitains et que on nourrit les Montréalais par des produits du Québec. C'est ça ma rêve pour l'Aube dans le futur. Vraiment, je vois que le potentiel est là. Les institutions, des élus sont là. On voit le ministère de l'Agriculture, il supporte cette initiative. Donc, vraiment, là, tout est positionné pour prendre cette opportunité, saisir l'opportunité de développer un nouveau système alimentaire qui est juste, égal et vraiment là, il valorise les producteurs et les productrices du Québec.
et c'est un métier et profession noble. On a trouvé ça pendant le COVID que c'est vraiment nécessaire. Et nos infirmières, nos livreurs, nos producteurs pour répondre aux défis dans des situations très difficiles qu'on a passées en 2020-2021. C'est ça mes souhaits. Merci. Très bon, c'est très beau comme Ramzi. J'ai une question maintenant, peut-être que pour Nico et Geneviève. En fait, euh, on a vu qu'il y avait encore des barrières. Je pense que vous avez des bonnes méthodes là, pour essayer de faire fitter vos appros. Mais que demanderiez-vous au pouvoir public et aux décideurs pour démocratiser ce genre d'initiative? Je pense qu'on en a parlé, là, mais le financement reste un enjeu. C'est sûr que quand on se fait comparer par des performances organisationnelles entre institutions, puis qu'on investit dans, par exemple, le légume biologique, mais que l'autre institution ne le fait pas, tu sais, c'est toujours un peu plus difficile de dire est-ce qu'on est prêt à perdre un peu de performance pour ces valeurs-là qui nous habitent puis qu'on veut mettre de l'avant. C'est sûr qu'un financement lié pourrait nous aider, parce que le coût repas, on ne se cachera pas que le coût repas patient n'est pas extrêmement élevé là, dans nos institutions. Donc, c'est sûr que je dirais que le financement peut aider. Puis, autre barrière que je n'ai pas nommée tantôt, là, mais il y a tout ce qui est transformation, parce qu'on a beau s'appeler poids mange tout, il faut quand même minimalement retirer la queue, puis peut-être le fil si on a le temps. Donc, si on pense à un 160 lits comme moi, le poids mange tout frais et délicieux, mais j'aurais du mal à le servir à mes patients pour la manipulation que ça me demanderait de plus en cuisine, par exemple. Donc, il y a ça aussi qu'il faut garder en tête. Là. Je pense que le plus grand concurrent du légume bio, c'est pas mal le légume congelé chez nous, qui arrive déjà paré, déjà lavé, déjà coupé, apprêté et prêt à l'utilisation. Donc, c'est sûr que nos processus sont liés à cette facilité d'utilisation-là. Donc, quand on change pour un produit frais, ben là, il faut s'adapter. Donc, il faut garder ça en tête. Merci. Nico, est-ce que tu veux que je répète la question? Euh, oui, s'il te plaît. Oui, pas de problème. Ben, c'est ça, on a vu qu'il y avait différentes barrières. Maintenant, si on va vers qu'est-ce qui nous manque là, pour le faire, qu'est-ce qu'on pourrait demander au pouvoir public, aux décideurs pour vraiment démocratiser ce type d'initiative pour que ça se reproduise plus dans notre système alimentaire? Ouais, bah, disons, ben, pour répondre un peu à enfin, rebondir sur ce que disait Geneviève, euh, du financement, il y en a toujours, mais je ne sais pas pourquoi, et peut-être la ville nous répondra mieux. Et puis, tu sais, on passe d'une institution, enfin d'une administration à une autre. Les choses sont toujours très court-termistes. Donc, je pense qu'à un moment, en tant que ville ou en tant que société, ben, il faut se tourner vers un projet à long terme et mettre les fonds suffisants pour le développer dans le temps. Ça, je pense que ça aiderait et ça faciliterait l'ensemble des joueurs à avoir une vision à plus long terme. Et puis, ouais, aussi sur la transformation, parce que nous, on travaille quand même avec plusieurs producteurs, et puis on en entend quand même beaucoup parler de ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui sont laissées dans les champs, donc peut-être d'avoir une unité de transformation, comme le dit Geneviève, des endroits où qu'est-ce qui a été laissé dans les champs, ben, il faut trouver le moyen de le ramener, peut-être le congeler comme ça. Après, ces produits congelés qui sont locaux, mais qui sont restés au champ, ben, finalement, l'hiver, si on les a apprêtés, congelés, ben, peut-être qu'ils pourraient retourner vers les institutions en hiver. Et alors, on pourrait avoir des produits locaux plus longtemps dans la saison. C'est pas des investissements faciles parce qu'il faut créer la logistique euh, pour le faire à l'échelle d'une région ou d'une métropole. Mais il y a vraiment si on a une vision à long terme, il y a vraiment la capacité de mettre ce genre de choses en place et de sortir encore une fois beaucoup de choses qui sont laissées dans les champs parce que c'est pas si évident à vendre ces produits qui sont parfois hors calibre ou ce genre de choses, ou parfois les producteurs, ils n'ont juste pas le temps de tout ramasser. La saison, elle est courte au Québec et tout se passe d'un coup, et puis il faut tout consommer d'un coup, il faut tout vendre d'un coup, c'est vraiment pas si évident. Donc il faut trouver les moyens d'échelonner ça pour l'ensemble de la saison. Nous, on y pense beaucoup dans le communautaire, mais on n'a pas toujours les moyens non plus d'avoir cette capacité de transformation et de congélation. Donc là, il y a quelque chose à réfléchir en termes régionaux, et la ville a certainement un rôle à jouer. Merci beaucoup, Nico. On a eu beaucoup de questions dans le chat. Merci, Louis, quand même, d'y avoir répondu. Une question qui demeure, c'est notamment comment, en fait, la limite de 150 km a été définie pour le recrutement des fermes.
C'est pour moi cette question? Oui, Louis. Je pense qu'on avait défini ensemble, Émilie, tu me diras si je me trompe, mais qu'on avait travaillé sur en fait, c'était un peu le chef d'orchestre des études de cas, fait que on s'était basé sur différentes définitions de circuit de proximité, de production locale pour définir un peu ce rayon d'action. Euh, ouais, je me souviens plus exactement, mais c'est ça, c'était un travail que Émilie avait fait pour essayer de définir notre champ d'action. Non, puis en fait, j'en ai profité pour partager les études de cas qui ont été, notamment, qui ont inspiré ces données pour la mise en place là, du pôle nourricier. C'était quatre études de cas sur deux CPE et deux centres hospitaliers, notamment le CHUM et le CHU Saint-Justine, qui sont quand même des gros précurseurs là, au niveau des approvisionnements locaux et biologiques. Il y a plein un peu de trucs pour faire de l'approvisionnement pour les institutions, notamment pour comment détourner les centres d'acquisition gouvernementale et les lois sur les organisations publiques. Euh, donc, je vous invite peut-être à les lire. Puis c'est ça, au niveau des définitions, au niveau du champ lexical de l'étude, ça a été beaucoup inspiré parce que les circuits courts et de proximité, ça fait longtemps que c'est étudié. C'est des organisations quand même alternatives qui sont très connues dans le milieu, mais que ça fait plus longtemps qu'en fait qu'ils sont étudiés au niveau de la recherche, au niveau de l'Europe. Fait que nous autres, on a dû un peu adapter là, au niveau du nombre de kilomètres sur la réalité québécoise, mais les définitions sont bien expliquées dans l'étude. Je vous invite à aller le feuilleter. On a des fiches synthèses considérant que le document est un peu conséquent là, à aller lire. Aussi, Louis, une dernière question. Je pense que le monde sont très impressionnés là, par le 89% qui est redonné aux fermes, ce qui signifie ici une marge de 11% du jamais vu dans les food hubs. Quel est votre secret? Ben, le secret, il est assez simple, c'est que je l'ai un peu expliqué dans les réponses, mais c'est sûr qu'on a un projet en démarrage qui a vraiment bénéficié d'un financement, qui bénéficie encore d'un financement donc, qui s'est étalé sur plusieurs années, donc qui nous permet d'avoir, en fait, qui nous a permis d'être là où on en est aujourd'hui. Donc, la marge, le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, c'était en 2023, donc c'est un modèle d'affaires qui est en constante évolution, fait, comme vous expliqué, c'est pas une constante, c'est des choses qui évoluent, qui vont évoluer cette année. Euh, c'est pas non plus la totalité des revenus autogénérés. Comme je l'ai mentionné, on a un service de livraison aussi qu'on offre à nos fermes membres et à des organisations communautaires qui ont des besoins pour assurer la livraison. Donc, on est aussi capable de générer des revenus grâce à ce service-là. Mais pour la marge pour les fermes, c'est ça. Ce chiffre va évoluer puis probablement augmenter parce que on a une cible de réduire la part de subventions dans notre modèle d'affaires. Donc, c'est sûr qu'on doit créer davantage de revenus autogénérés, mais reste que c'est dans la mission, puis dans nos fondamentaux de respecter en fait les prix des fermes avec qui on travaille, puis c'est ça, de ne pas les tirer vers le bas dans la mesure du possible. Donc, d'être capable de reverser le maximum qu'on peut des ventes aux fermes participantes. Merci beaucoup, Louis. On est proche de la fin. Il reste 5 minutes. Je pense qu'on a peut-être le temps pour une dernière question. Il restait une question non répondue. Je pense qu'il va bien clore la séance. Avec toute l'expérience acquise à ce jour, si vous aviez à redémarrer un pôle demain matin, quels seraient les éléments que vous développeriez différemment? Je pensais pas que tu allais me la poser celle-ci en live. Merci, Émilie. Ben, c'est ça, c'est une question compliquée. Je pense que j'ai répondu un peu, mais je sais pas vraiment parce que on est encore jeune, fait que je pense qu'il y a encore beaucoup d'apprentissage qu'on fait sans cesse. Euh, je, je pense on est tous assez contents, à la fois les femmes participantes, l'équipe de l'Aube, du collectif Récolte, des participants, du projet qu'on a réussi à mettre sur pied en ce moment. C'est sûr qu'il y a énormément de choses encore à régler. Au niveau opérationnel, il y a des enjeux au niveau du financement, évidemment. Il y a comme, je parlais de la gouvernance qui est pour moi un enjeu clé pour démarrer ce genre de projet, mais je ne sais pas vraiment quoi répondre à cette question. Je ne sais pas ce que je ferais différemment. Je pense que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a eu l'opportunité de développer ce projet parce qu'on a eu un financement sécurisé sur plusieurs années qui nous a permis de faire beaucoup d'expérimentations, de tester des choses, de prendre des risques, choses que beaucoup de projets n'auraient pas. Donc voilà, ça c'est clair que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Puis ça rejoint un peu le commentaire de Nico sur les financements à long terme, c'est que si on veut arriver un peu à, à répondre un peu aux ambitions qu'on se donne en termes d'alimentation, en termes de reterritorialisation
de l'alimentation, de la production, il va falloir des financements structurants sur le long terme pour accompagner tous les maillons de la chaîne, donc les fermes qui sont dans des situations de précarité qu'on oublie souvent et qui sont dans un état assez triste en ce moment au Québec, c'est très compliqué. De l'autre côté, les institutions, les organisations communautaires qui ont une mission de nourrir leurs bénéficiaires. Donc, je pense que ça prend, c'est ça, un changement systémique, visionnaire sur du long terme pour comme repenser un peu toute la chaîne alimentaire. On a la capacité de faire beaucoup de choses. Je pense que cette capacité est complètement sous-utilisée en ce moment au Québec. Voilà. Fait que j'ai un peu dévié de la question, mais c'est peut-être mon mot de la fin pour ça. Il nous reste peut-être 1 minute, Ramzi. Seulement d'ajouter, pour la même question, qu'est-ce que Louis, j'ajoute sécuriser l'emplacement, l'entreposage du pôle logistique avant de démarrer les projets. Ça serait une chose de faire différemment, simplement d'ajouter ça. Merci. Merci, Ramzi. Ouais.